Bonjour à toutes et à tous. Donc, nouvelle émission des Détricoteuses, avec comme d'habitude les trois rubriques. Au miroir du passé, où nous parlerons des événements de 68, suivi d'Historytelling, on continue notre frise et ça nous emmène sur les bancs de l'école peut-être inventée par Charlemagne. Et la troisième rubrique qui nous fera faire un voyage dans le temps et un peu dans l'espace au Mexique, avec un livre sur... vous verrez, c'est une surprise. Mais tout de suite, au miroir du passé. 1968. Alors, certains aimeraient bien que ce soit demain 68, comme on voit sur ce tag qui a été pris par La Rue ou Rien. Mais en fait, c'était plutôt hier, il y a même 50 ans, et nous allons vous en parler aujourd'hui. Alors évidemment, beaucoup de magazines, de journaux, d'émissions vont consacrer des moments à mai 68, mais nous, avec notre logique de détricoteuse, on va plutôt essayer d'aller voir ce qu'il y a un peu dans les coins, ce dont on parlera sans doute moins, et on va essayer de détricoter les idées reçues. Donc pour ça, comme d'habitude, Laurence Decoq avec moi, mais surtout nous invitons donc Ludivine Bantini, qui est maîtresse de conférence à l'université de Normandie-Rouen et autrice d'un superbe et essentiel livre sur mai 68, de Grand Soir en petit matin, dont nous parlerons beaucoup dans le cadre de cette émission. Alors, on va peut-être commencer sur le temps. Là, on est en mars, début mars. Pourtant, on parle tout le temps de mai 68. Et donc, première question, Ludivine, mais ça commence quand 68? Et est-ce que c'est pas réducteur de parler de mai 68? C'est absolument réducteur. Vous l'avez tout à fait noté l'une et l'autre. En fait, on peut dire assez banalement que l'année 68 commence en janvier. Mais on peut le dire historiquement et politiquement, parce qu'en janvier 1968, il y a une grande grève d'ouvrières et d'ouvriers à Caen, dans le Calvados, et c'est d'autant plus important que c'est un lieu où, au-delà de la grève ouvrière qui suscite d'ailleurs des manifestations, de premiers affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre, ça suscite également une sorte de brassage social, puisque ces grévistes sont rejoints par des agriculteurs mobilisés déjà depuis plusieurs années, notamment dans l'ouest de la France, et puis sont rejoints également par des étudiantes et des étudiants de l'université de Caen. Et d'ailleurs, le préfet du Calvados, Gaston Pontal, observe ça avec beaucoup d'inquiétude et en fait part au ministère de l'Intérieur en disant ce qui se passe là, cette espèce de convergence entre une grande grève extrêmement déterminée et violente à l'égard des CRS qui veulent la réprimer, un mouvement paysan et un mouvement étudiant. Voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait se reproduire à l'échelle nationale. Et puis on pourrait dire qu'en amont même de l'année 68, l'année 1967 a été jalonnée de très importantes grèves, de très importants mouvements sociaux, avec déjà des grèves avec occupation, comme ça a été le cas, on peut le voir apparaître là à l'écran, à Rodiaceta, la Rodiaceta à Besançon, dans la banlieue de Lyon également, avec voilà, cette idée, le profit crève de honte à voir les ouvriers joyeux. Donc il y a une année 67 qui a été déjà une année de pic de grève et de mobilisation sociale, avec également des mouvements paysans, comme on le voit notamment à Quimper ou à Redon. Et alors, puisqu'on parle là du temps, se pose aussi la question d'un passé plus lointain et de la mémoire. Est-ce que mai 68, ou donc 68, parce qu'on ne va plus dire mai 68, oui, invite des passés? Parce que moi, par exemple, je pense forcément au passé révolutionnaire qui s'invite en mai 68. On le voit par exemple sur cette image, les étudiants qui discutent dans la cour de la Sorbonne le font sous des portraits de Mao, du Tché, dont la fameuse photo vient d'être connue, puis qui vient juste de mourir, Marx, Rosa Luxembourg, des portraits qu'on trouve aussi dans les usines. Le lycée Thiers à Marseille est rebaptisé lycée de la Commune de Paris. Bon, ça tombait bien, il est place Louise Michel, donc c'était plutôt pas mal. Mais, donc il y a cette mémoire révolutionnaire. Mais les autres mémoires, la mémoire du mouvement social, la mémoire de la guerre d'Algérie, comment ça se joue dans mai 68 ou dans 68? Alors, c'est vrai que cet héritage, il est à plusieurs niveaux, à plusieurs strates. La Commune de Paris, c'est une référence absolument fondamentale. On en parle tout le temps. Ah, c'est la Commune. Il y a vraiment, et c'est beaucoup plus que du jeu. C'est vraiment une référence vivante. C'est un passé qui est réapproprié, qui est très vivant. Il y a également, comme tu l'as souligné, une référence beaucoup plus proche au Front populaire, hein, bien sûr, parce que beaucoup de protagonistes des grèves, hein, des occupations d'usines, de bureaux, de magasins, etc., ont connu le Front populaire et
y voit comme un dialogue prolongé. Et puis, il y a des grèves récentes, par exemple la grande grève des mineurs de 1963, qui est également une référence extrêmement puissante, qui est réactivée là. Et tu parles aussi de celle de Marseille, non, une grande grève aussi de 47 à Marseille. Bien sûr. Voilà, c'est une manière aussi de revenir un petit peu sur ce passé, de faire revivre ce passé encore vif. Dans la mise en grève et dans les premières occupations, de toute façon, il y a l'idée qu'on va prolonger des luttes qui n'ont pas forcément abouti, qui n'ont pas donné satisfaction. Et puis, il y a des pratiques, des savoir-faire qui rejouent là, qui sont réactivés et réanimés. Et puis, il y a également la mémoire, alors sinon de la guerre d'Algérie, du moins d'une partie de la guerre d'indépendance algérienne, plutôt au prisme des manifestations réprimées par les forces de l'ordre, et en particulier la manifestation dite de Charonne, avec les 9 victimes que fait la répression policière. Tu l'as voilà. Mais ça, la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, elle est travaillée dans l'histoire de 68 par exemple Christine Ross a été l'une des premières à en parler. Je sais que Romain Bertrand, il y a 10 ans, lorsqu'on a fait la première commémoration, a fait un article aussi là-dessus. Et il a une formule que je trouve assez jolie, c'est-à-dire qu'il dit on abandonne le répertoire décolonial, mais en revanche, on adopte le répertoire anti-impérialiste, et notamment via la question du Vietnam. Oui, tout à fait. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est que sur la guerre d'Algérie, il y a une mémoire réactivée, donc Charonne, et notamment, on entend des cris « c'est Charonne », ils vont recommencer au premier jour de mai, aux premiers affrontements et aux premières violences. Parce qu'on a ce souvenir de cette manifestation. Voilà, bien sûr. Alors, il y a quand même 9 morts. 10 morts. 8 février 1962. Ouais. Mais il y a aussi une mémoire globalement occultée, sauf que tu as quand même trouvé un document qui se réfère au 17 octobre 1961. Alors ça, c'est un document assez exceptionnel qui vient de la revue Droit et Liberté du MRAP. Donc le MRAP, c'est une association qui a été l'une des premières à excaver un petit peu aussi cette mémoire du 17 octobre 61. Alors pour mémoire, 17 octobre 61, ce sont des Algériens cette fois qui sont dans les rues, qui viennent majoritairement des bidonvilles, qui manifestent et qui sont réprimés très violemment par la police, jetés dans la Seine, arrêtés, noyés, détention, etc., matraqués à mort. Et c'est une mémoire qui a souffert en fait d'une forme d'occultation ou de confusion avec celle de Charonne. Et cette revue, donc Droit et Liberté, prend une photo qu'elle légende, et elle légende en disant que les violences, donc les répressions policières de 68, en fait, ce sont un peu les nouveaux ratons. Donc là, on a quand même une forme de mise en miroir, mais apparemment, tu as l'air de dire que c'est assez minoritaire, parce que le 17 octobre, en effet, est tombé dans l'oubli, et c'est une manière de tuer 2 fois les morts du 17 octobre. Et la mémoire de la résistance, alors ça joue notamment dans l'anti-impérialisme précisément, parce que il y a tout un registre qui consiste à dire que l'intervention des États-Unis au Vietnam, et ça c'est évidemment fondamental pour comprendre l'émergence de 68 à une échelle très internationale et aussi très internationaliste, eh bien les Yankees, selon le vocabulaire qui est employé par les militantes et militants anti-impérialistes, ce sont en quelque sorte les nouveaux les nouveaux occupants. En fait, on les voit comme de nouveaux occupants de peuples qui se soulèvent pour leur liberté. Donc, il y a une référence à la résistance qui est très puissante à cet égard. Oui. Mais là, ça nous permet en fait de se poser une autre question. On me s'est posé un peu la question du temps. Il y a aussi la question de l'espace. Tu as parlé de Caen tout à l'heure. J'ai parlé de Marseille. On a commencé à sortir un peu parce que c'est vrai qu'on a un peu une image de 68 à Paris, quartier latin. Voilà. Bon, alors, ok, on accepte Nanterre parce que il y a Cohn-Bendit, mais est-ce quel est l'espace de mai 68? C'est-à-dire que bon, il y a Paris et la banlieue et la province et même l'outre-mer avant de passer au monde, parce qu'il va falloir aussi qu'on se pose la question. Tu as commencé de cette internationalisation. Oui. Tu évoques l'outre-mer, c'est vrai qu'on pourrait se dire que 68 commence en mai 67, le mai 67 s'écrit de la ME, voilà, de la répression extrêmement meurtrière, peut-être 80 morts ou plus en Guadeloupe. Mais ça, c'est aussi un souvenir qui est finalement assez occulté. Et aujourd'hui, l'histoire reste à faire, même si elle a commencé à être entreprise notamment par Michel Zancarini-Fournel, entre autres. Zancarini-Fournel, juste je te coupe, dans son Histoire populaire de la France, lorsqu'elle entame le chapitre qu'elle appelle le moment 68, oui, en plus elle a vraiment débute, elle le débute avec la Martinique en 59. 59. Voilà. Oui, déjà, donc elle repart encore plus en amont. Effectivement, c'est peut-être pas un événement qui arrive jusqu'en métropole, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'elle y met immédiatement un tropisme colonial. Il y a une séquence anticoloniale qui se joue là également. Mais c'est certain. Donc là, par exemple, on peut voir une photo de la place royale rebaptisée Place du Peuple à Nantes. En fait,
fait, ce qui m'a frappé en travaillant sur des archives un peu tous azimuts, et notamment des archives départementales, des archives locales, c'est que partout, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, le préfet de la Meuse, à Bar-le-Duc, se dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans mon département, d'habitude si conservateur et si patriarcal ?» Il y a des rassemblements, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a une vraie contestation. Et on le voit des Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, au nord, bien sûr, de la France, mais même en Vendée, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement, même si c'est tout à fait essentiel, sur les bastions du mouvement ouvrier, comme Nantes, justement, où il y a une occupation par une intersyndicale de l'hôtel de ville qui fait penser à la commune à nouveau. On parle de la commune de Nantes. Il y a l'université autonome de Strasbourg qui devient une université critique, etc. Mais partout, c'est-à-dire que si on va en Corrèze, si on va dans la Creuse, on trouve ces manifestations, ces mobilisations. Par exemple, le 13 mai 68, on peut répertorier peut-être 500 manifestations depuis les immenses manifestations de Paris jusqu'à des rassemblements tout aussi conséquents à la taille des villes. Mais ça, en fait, ça oblige, résultat, à aller chercher d'autres acteurs de mai 68, enfin de 68 en général. Parce que c'est vrai que si on regarde que les étudiants et les ouvriers, on reste, comme tu l'as dit, sur les bastions industriels ou sur les facs. Mais si on va chercher les autres acteurs, d'un seul coup, ça ouvre à la fois l'espace et le temps. Alors, ces autres acteurs, tu en cites beaucoup. Oui, alors absolument. Et même s'il faudrait nuancer d'ailleurs sur le monde ouvrier lui-même, parce qu'il est très hétérogène et socialement réparti d'un point de vue géographique très divers. Parce que, par exemple, je suis allée aux archives départementales d'Épinal. Il y a de toutes petites usines textiles réparties plutôt en milieu rural dans les Vosges. Et pour autant, il y a aussi des grèves, il y a des manifestations, des rassemblements. Donc ce monde ouvrier, il ne se concentre pas uniquement dans les grandes usines, Billancourt que l'on a forcément en tête et où il se passe des choses fondamentales, ou Renault-Flin dans les Yvelines, ou bien sûr Peugeot-Sochaux, qui est la plus grande entreprise alors en France. Mais au-delà du monde ouvrier, il y a d'abord ce monde agricole, qui est lui-même très hétérogène, parce qu'il y a des paysans qui très anti-rouge, qui sont assez mobilisés contre la contestation, mais il y a aussi beaucoup, notamment de jeunes agriculteurs, dans tout l'Ouest, mais aussi dans les pourtours du Massif central, qui se mobilisent, qui lors du 8 mai, des journées très importantes d'action le 8 mai, le 24 mai, et parfois même avec une détermination qui peut aller jusqu'à une violence physique, là encore avec les CRS. Encore une fois, les premiers pavés sont plutôt lancés à Quimper en 67 que dans le quartier latin en mai 68, et c'est très important. Les images sont moins connues de 68 paysans, mais on en voit. Voilà, par exemple, là, on peut voir les tracteurs, les paysans qui viennent manifester avec leurs tracteurs et qui s'en prennent parfois aux préfectures ou aux sous-préfectures. Mais il faut penser, en fait, à tout un monde. À partir du moment où il y a 10 millions de personnes qui arrêtent le travail d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire environ 7 millions et quelques de salariés qui sont en grève, donc ça peut être dans les bureaux, les magasins, les ports, ça peut être évidemment tout le monde de l'enseignement, mais ce sont aussi tous les services publics, c'est considérable. Et puis il y a 3 millions de personnes qui peuvent être des artisans. Par exemple, les archives de police sont extrêmement éloquentes quant à cette diversité sociale, y compris lors encore une fois, du début mai, quand il n'y a pas encore le mouvement de grève généralisé qui commence les 13 et 14 mai, mais il y a d'ores et déjà aussi bien de jeunes ouvriers, des tauliers, des typographes, des monteurs, des tourneurs, etc., des employés SNCF, des postiers, des coursiers, des plongeurs de restaurants. C'est d'ailleurs, il y a une profusion des professions qui est tout à fait considérable. On voit un monde, par exemple, de l'artisanat mobilisé. On voit des maroquiniers, des bouchers, des cafetiers, etc., notamment des jeunes employés qui se mobilisent, et puis des artistes également. Et chacune peut aussi se sentir par moments artiste. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que il y a un monde qui découvre le mouvement social, qui découvre l'idée même de s'engager politiquement. Par exemple, les danseuses et danseurs de l'Opéra de Paris, qui organisent des assemblées générales quasiment tous les jours au mois de mai et qui se disent comment faire pour jouer un rôle dans la société. Et les lycéens et les lycéennes. Alors, les lycéens, dont on va reparler. C'est vrai qu'on parle beaucoup des étudiants, mais il y a aussi les lycéens. Aussi, on fait mai 68, ils y ont été très actifs, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais juste préciser aussi que l'un des apports de ton livre, c'est que justement, alors qu'on a l'impression que finalement c'est une histoire qui est un petit peu écrite, parce que déjà, il y a 10 ans, il y a eu une somme de livres qui sont parus sur le sujet. Toi, le grand intérêt, c'est que tu es allé voir les archives locales, tu as voyagé un petit peu partout, à la fois Paris, Provence,
province, ville, campagne. Et donc dans ton livre, ça fourmille d'exemples en fait qui sont pas parisiens, et ça fourmille aussi de tableaux, de statistiques, pas trop, hein, c'est quand même lisible, et qui nous donne à voir en fait un tableau ultra mosaïque de ce que pouvait être ce moment. Et international, parce que tu l'ajoutais, oui. La dernière échelle, c'est évidemment une échelle qui est internationale et internationaliste. Moi, je pense qu'il y a vraiment une conscience du monde, une conscience des solidarités nécessaires, une conscience internationaliste qui n'est pas seulement organisée par des organisations qui sont, elles, internationales par vocation, les internationales, mais il y a des conditions matérielles réunies, les gens voyagent davantage, il y a la médiatisation, etc. Donc on sait un peu ce qui se passe à Milan, à Prague, à Tokyo, à Berkeley. Partout il se passe des choses, à Istanbul, à Tunis, il y a aussi toute une historiographie, je pense à Ophélie Rion, Françoise Blum, qui travaille beaucoup sur les rébellions aujourd'hui en Afrique, du Sénégal, il y a aussi tout le Maghreb qui est mobilisé. Et en fait, c'est pas seulement une juxtaposition de révolte qui serait nationale, mais il y a aussi du transnational, au sens où il y a des transferts d'expérience, où il y a des gens qui arrivent d'Amérique latine et qui viennent un peu, non pas fétichiser leur propre expérience, mais qui viennent essayer d'en faire part au cœur même de l'événement. À la cité universitaire, il y avait cette anecdote, là, la cité universitaire, donc dans le 14e, les pavillons se rebaptisent en fait, les pavillons d'Amérique latine. On a des réunions, il y a Cortázar qui va y assister. On a aussi le pavillon espagnol qui se demande s'il n'y a pas là une opportunité de penser une résistance antifranquiste et tout. Donc, ou l'ambassade de Grèce qui est très inquiète de ce qui se passe au pavillon grec de la cité universitaire. Et puis il y a un internationalisme par vocation, un internationalisme pratique, et puis on pourrait presque parler d'un internationalisme intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité français-étranger. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi, ça fait partie des acteurs qu'on oublie de citer. Moi, je pense à une affiche, on la voit là, qui appelle non à l'expulsion de nos camarades étrangers. Et de fait, la police a été particulièrement dure avec les manifestants. C'est vrai qu'il y a un énorme courage, notamment de la part de ces ouvriers, surtout des OS, mais pas seulement, venus du Maghreb, et dont on connaît les conditions de travail, et qui à certains endroits, c'est le travail de Laure Pitti qui l'a montré, s'auto-organise comme tel aussi, c'est-à-dire pour la revendication d'une dignité singulière comme OS immigré, mais aussi pour la défense de certains droits, de l'égalité notamment des salaires. Et ceux-là sont particulièrement réprimés, et en même temps, il y a des solidarités concrètes. Par exemple, on fait des tracts bilingues, ça peut être de l'espagnol, du français, du portugais, de l'arabe, etc. On affiche aussi sur les portes des usines occupées là aussi du bilingue, des tracts ou des slogans bilingues. Et puis, comme tu le soulignes à juste titre, il y a vraiment le risque des expulsions qui vont être extrêmement nombreuses et brutales au mois de juin. Qu'il s'agisse d'interdiction d'entrée du territoire, alors, notamment à des militantes et militants qui apparaissent au pouvoir dangereux, parce qu'ils ont précisément cette conscience internationaliste et qui peuvent importer des expériences venues d'ailleurs, d'universités occupées par exemple en Belgique ou en Italie, bien sûr toutes les rébellions latino-américaines, mais il y a aussi des expulsions par exemple de militantes et militants anti-franquistes, des militants espagnols qui sont renvoyés en Espagne. On imagine le danger pour leur intégrité physique, leur liberté et même parfois leur vie. Et donc il y a aussi ces expulsions, comme on a parlé du 17 octobre 1961, on l'oublie trop souvent. Il y a eu c'était une véritable rafle aussi qui a consisté à expulser très massivement des Algériennes et des Algériens, surtout des hommes. Et alors je vois que tu fais très attention à dire des militantes, des militants, des Algériennes. Oui. Donc la question des femmes justement, parce que c'est vrai que on a longtemps dit qu'elles étaient absentes, que le mouvement féministe c'était après, c'était 70, le MLF, le mouvement à la femme du soldat, enfin celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Et pourtant quand on regarde les photos et rien que la couverture de ton bouquin, il y a des femmes. Enfin je veux dire il y a beaucoup de femmes. Donc c'est sûr. Non, mais les femmes sont extrêmement actives, agissantes dans la grève, dans les occupations, certaines. Donc là, par exemple, on peut voir une photo de l'entreprise de fabrication des fermetures éclairs au Petit-Quevilly, mais il y a également, des magasins occupés. Et parmi les employés de magasins, de grands magasins, etc., on en voit une autre photo ici. Ce sont des femmes principalement. Et donc on voit, j'ai vu par exemple une usine de textile en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Donc là, pareil, on pense pas forcément à La Roche-sur-Yon
considérions comme les bastions de la contestation ou de l'aspiration révolutionnaire. Et pour autant, les femmes sont très actives, elles plantent leurs tentes dans la cour de l'usine et elles sont vraiment très mobilisées. Et pour autant, il y a une sorte de tension, de conflictualité et de paradoxe dans cette présence des femmes. La police ne manque jamais de noter quand elle repère une femme qui harangue une foule. Et c'est vraiment tout de suite, on parlait de la Commune de Paris tout à l'heure, c'est la pétroleuse. Voilà, c'est vraiment, c'est presque soit des sorcières, soit des pétroleuses. Mais en tout cas, ça va pas. Il y a une sorte de double subversion dans le fait de prendre la parole publiquement, comme par exemple ouvrière ou employée, et comme femme. Et en même temps, il y a des rôles de genre, voilà, des rôles de domination qui sont aussi incorporés. On a évidemment, c'est très difficile de citer des leaders autres que hommes. Il y a cette, il y a cette incorporation de l'idée que, non, mais moi j'ai quelque chose à dire, mais mon voisin, là, mon camarade syndicaliste le dira mieux que moi. Lui, c'est un homme, il sait s'y prendre, il sait y faire, il sait parler. Et en même temps, certaines récusent aussi ça. Et il va y avoir cette conscience-là au cœur même de l'événement. Ce que l'événement produit, c'est que non, ça va pas, il y a un problème. Et d'ailleurs, sur le campus de Berkeley, il y a un leader masculin qui dit « Ah bon, il est 12h30, est-ce qu'il y a des camarades femmes qui peuvent faire la cuisine ?» Et tout le monde part d'un grand éclat de rire, parce qu'elles disent « Soit on fera tous et toute la cuisine, soit la cuisine sera pas faite. » Et ça commence à émerger, mais ça viendra, comme tu le soulignais, surtout à partir de 70, mais comme une conséquence paradoxale de l'événement. Et alors là, on est surtout resté du côté de la barricade où se rassemblent les combattants, mais... Je veux dire du bon côté de la barricade. Ben oui, mais bon... neutralité. Neutralité. Et de l'autre côté, donc, parce que finalement, les forces de l'ordre, elles sont aussi actrices de 68. Bien sûr. Et là, il se passe des choses... Parce qu'on cite toujours les circulaires de Grimaud, il ne faut pas frapper... Alors cette circulaire, tu as raison, et en même temps, la limite de cette circulaire du préfet Maurice Grimaud, qui de toute évidence est bien plus humaniste, comment pourrait-il en être rappeler autrement juste en 2 mots ce que c'est que c'est une circulaire ou c'est une lettre qu'il écrit C'est une circulaire interne voilà. à toutes les forces de police qu'il rédige le 29 mai et qui paraît dans Le Monde, et qui en effet veut modérer ses troupes. Sauf que c'est le 29 mai. C'est tardif. Donc on a compris que ça a commencé quand même pas mal avant, quoi. Voilà, et en effet, et là les archives policières, les archives des préfectures de police sont extrêmement éloquentes sur le degré de violence. Notamment, on a toutes les plaintes qui sont déposées auprès de la police contre les violences policières subies, parfois même par des badauds ou des gens qui étaient attablés à des terrasses de café ou dans des immeubles, etc. Mais il y a un haut degré de violence et qui s'acharne en particulier d'ailleurs sur les femmes, sur les étrangers, comme tu le mentionnais tout à l'heure. En même temps, on ne peut pas parler de forces de police au singulier parce qu'elles sont profondément hétérogènes elles aussi. Il y a un certain désarroi, d'ailleurs, rien à voir entre policier municipal ou même un membre de la police nationale et un garde mobile ou un CRS. Il y a aussi une forme de désarroi, il y a une grande déstabilisation. Ça, on le voit très bien à suivre presque heure par heure. Ces archives policières, ça va du policier du coin jusqu'à l'état-major de la police nationale. Une déstabilisation face à l'habileté de ce qu'ils voient en face au courage des manifestantes et manifestants, mais il y a aussi bien sûr des femmes, y compris dans les services d'ordre. Ils se sentent globalement mal équipés, mal préparés. Ils disent que... En fait, ils ne sont pas très bien équipés. Voilà, ils ne sont pas très bien équipés. Puis en plus, ils se trouvent lourds, quoi. Ils se trouvent lourds. Bon, après, là, comme on peut le voir sur cette image... On est des gros relous. Cette photo incroyable, on a l'impression de voir un général qui sabre, qui charge sabre au clair. Voilà, mais bon, il y a une violence, c'est certain. Et en même temps, cette espèce de désarroi qui fait que, justement, pendant une grande partie du mois de mai, y compris Maurice Grimaud et de manière générale les autorités, le ministère de l'Intérieur, va couvrir et encourage et accorde des primes parce que on peut pas leur accorder des congés parce que toutes les forces de police sont mobilisées. On peut plus leur accorder de congés sauf vraiment si vous avez un deuil dans votre famille, mais sinon vous êtes là, ils sont épuisés aussi. Voilà, il y a aussi une histoire compréhensive à faire de ces forces de l'ordre, mais comme on ne peut pas leur accorder justement un certain nombre de choses de type congé, on leur accorde des primes et des encouragements et des félicitations officielles, ce que ne manque pas de faire Maurice Grimaud tout au long du mois de mai jusqu'à ce que, y compris, il y a aussi des morts en 68 et on l'oublie trop souvent et on oublie même les noms comme ceux de Bello et Blanchet qui sont les 2 morts de Peugeot-Sochaux le 12 juin ou Marc Lanvin, colleur d'affiche du Parti communiste assassiné par des forces fascistes en fait en gros.
ou Gilles Tautain, bien évidemment, à Flins. Donc il y a aussi une tragédie de 68 qu'on oublie trop souvent. Philippe Matérion, qui est un des grands inconnus de 68, qui meurt probablement d'un éclat de grenade offensive. Et puis, si on est toujours dans ce besoin de parler un peu de l'ordre, il y a tout ce qu'on pourrait appeler le parti de l'ordre, en fait. Oui. Tous ceux qui vont se ranger le 30 mai derrière la manifestation, derrière le général et derrière la manifestation de soutien. Oui, parce qu'il y a toute cette France qui est mobilisée pour défendre l'ordre social et l'ordre moral également. Hein. C'est une partie de la France qui a peur aussi. D'ailleurs, c'est pas uniquement des personnes qui vont aller pour autant manifester en faveur de De Gaulle, mais il y a tous les silencieux et les silencieuses qui ont vraiment peur de la guerre civile. Et c'est d'ailleurs un spectre que le pouvoir va brandir. La peur du rouge, la peur du totalitarisme, c'est une des insistances de Gaulle dans tous ses discours de mai et de juin, c'est la peur du totalitarisme. Et puis, comme tu le dis, il y a les grandes manifestations qui sont considérables. Là, il y a deux photographies qui me semblent vraiment des clichés importants et un peu méconnus, qu'a contribué à faire émerger Audrey Leblanc dans un remarquable travail sur le photojournalisme en 68. Ce sont à la fois les anciens combattants armés qui arborent comme ça leur médaille militaire, mais il y a aussi des jeunes qui se mobilisent, des jeunesses gaullistes, comme on le voit là, une jeune femme qui déploie, c'est une autre Marianne finalement de 68, puisqu'elle déploie le drapeau tricolore près de l'Arc de Triomphe avec le sentiment, là on est le 30 mai, et ces rassemblements-là vont se poursuivre début juin, le sentiment de triompher, voilà, parce que l'ordre est rétabli, et il peut s'agir aussi de gens qui sont contre De Gaulle, mais pour l'ordre. Par exemple, j'ai travaillé sur les archives de l'Élysée, De Gaulle reçoit énormément de télégrammes, et notamment des anciens de l'OAS ou des anciens paras qui disent ouais, vous n'êtes pas assez, vous les liquidez pas assez, moi je suis prêt à reprendre du galon pour aller évacuer tout ça. C'est quand même intéressant, on retrouve quand même là aussi l'Algérie de façon un petit peu latente, parce que c'est vrai que quand ça commence, la question des anciens de l'OAS n'est pas réglée, ils ne sont pas encore réhabilités, mais amnistiés, voilà, merci. Celui que va voir De Gaulle, quand même, c'est Massieu, ce qui est quand même pas rien. Et les deux 13 mai. Parce que 13 mai 58, il arrive, et 13 mai 58, c'est l'énorme manif, en gros, pour qu'il parte. Enfin, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi. Et puis cette déclinaison, on la retrouve aussi dans des groupes d'extrême droite comme Occident, qui est très présent, qui est mobilisé tous les jours. Et ce qui est très frappant quand on regarde par exemple les archives du ministère de l'Intérieur, c'est que le 11 juin, il y a la dissolution de toutes les organisations qui se réclament d'une aspiration révolutionnaire. Et puis en même temps, le ministère de l'Intérieur dit, est-ce qu'on dissout Occident ? Ah ben non, on ne dissout pas Occident parce qu'il ne suscite pas de troutroubles à l'ordre public, alors que c'est quand même une force très... Et la circulaire de Grimaud, c'est aussi une manière d'en finir avec Papon ? Est-ce que c'est un... Oui, parce que c'est volontaire. De toute façon, on les oppose. Régulièrement, on les met en miroir. Alors, pour avancer un peu, je pense qu'il faut aussi se poser, parce que c'est des questions qu'on se pose souvent toutes les deux, la question de la transmission de mai 68. Parce que là, maintenant, on est quand même 50 ans après, on s'est posé la question d'une commémoration, mais entre les deux, voilà, quelle transmission qui a pu avoir lieu dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, dans le cadre militant. Peut-être que ça vaudrait le coup de... Oui, c'est assez intéressant parce que alors moi, évidemment, à lire le livre, à t'écouter là, donc moi je suis une petite fille de commissaire de police dont la fille, donc ma mère, m'a toujours raconté avoir été dans l'une des premières sur les barricades. Donc voilà, donc j'avais mon grand-père qui se faisait disputer par le maire, c'était pas à Paris, c'était à Reims justement. Donc voilà, on n'était pas à Paris, en disant mais qui j'ai vu là sur la barricade, c'est votre fille, faites rentrer votre fille. Donc c'est la femme aussi, voilà. Et c'est l'étudiante, enfin bon. Alors il y a un très très beau livre que moi j'avais trouvé très beau, de Julie Pagis là-dessus. Elle aussi, elle raconte son histoire. Elle aussi, elle est fille de ce qu'on appelle, mais je sais que tu n'aimes pas le terme, mais de parents 68ards. Et donc, elle raconte que ça a provoqué chez elle ce qu'elle appelle un habitus clivé. C'est-à-dire qu'en fait, à la suite de 68, ces deux parents qui sont ingénieurs urbains déménagent, ils vont s'installer, je crois que c'est dans le Larzac, ou en tout cas dans la campagne profonde, et ils se reconvertissent et ils deviennent agriculteurs. Et elle raconte qu'elle est, à l'école, elle est la Souillon, fille d'agriculteur, d'agricultrice, très très mal habillée, qui sent la chèvre, enfin c'est ce qu'elle dit dans son intro, et qu'en même temps,
Elle est excellente, elle est scolairement absolument hallucinante, elle va entrer à Normal Sup, elle se destine à devenir biologiste, et puis finalement ça passe pas, il y a un truc qui clive, c'est là qu'elle dit j'ai un habitus clivé, j'arrive pas à m'en sortir avec tout cet héritage qui est lourd, et du coup elle décide de faire de la sociologie. Oui. Voilà. Et elle fait de la sociologie de manière absolument fondamentale pour le sujet, c'est un livre très important et magnifique qui s'appelle donc Un pavé dans leur histoire, et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'elle décide d'en finir avec les images selon lesquelles les Cohn-Bendit, les Serre-Julie et autres se sont installés au sommet du système et donc seraient à l'image de ces... Alors en effet, j'aime pas du tout 68 arts parce que le art c'est très péjoratif, on aura tous en tête un cortège de mots avec des suffixes sauf 48 arts, c'est communard. Enfin, on pourrait citer bien des exceptions. En tout cas, voilà. Mais ce qu'elle veut montrer, c'est partir des trajectoires, des conséquences biographiques de l'événement dans des trajectoires, non pas d'anonymes, parce qu'évidemment ces personnes ont des noms, mais d'inconnus qui ont déplacé leurs engagements, mais globalement sont restés fidèles à des pratiques, à des idéaux, à des valeurs, et donc ça nous permet vraiment de balayer assez largement l'idée que 68 aurait donné naissance au néolibéralisme, à l'individualisme, et surtout à cette petite mince couche de privilégiés, comme dans toute génération, de personnes installées et qui ont pignon sur rue et qui tiennent, si j'ose dire, le haut du pavé, quoi. Bon, mais en fait, l'image de 68 n'est pas si négative que ça. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est un petit peu en train de changer. D'ailleurs, c'est aussi l'un des mérites de ton livre, c'est que voilà, tu évacues assez rapidement en fait cette question des stars, à part que tu redonnes vie quand même à un Cohn-Bendit qu'on a un peu oublié, et c'est vrai qu'il mérite, mine de rien, il mérite d'être connu dans quand ce il moment. réapparaît Dans place ce de la moment Sorbonne, 68, parce que c'est une belle histoire, voilà. Mais comme tu disais, avec tous les noms que tu viens de citer tout à l'heure, c'est aussi une manière de restituer l'histoire de ceux dont on ne parle pas, des anonymes, des sans-voix, qui ont aussi souffert, qui étaient là, qui l'ont fait, ou souffert ou pas d'ailleurs, qui aussi en ont tiré un enchantement. Mais alors, oui, est-ce que il y a 10 ans, on avait vraiment l'impression que cet héritage de 68 avait pignon sur rue. C'est-à-dire, grosso modo, 68, c'est une révolution de bourgeois, c'est une révolution d'étudiants, c'est ce qui a installé cette espèce d'hédonisme libertaire, désormais au service du néolibéralisme triomphant. Voilà, c'est l'individualisme dans toute sa splendeur, et donc nos Marcel Gaucher, nos Finkielkraut, etc., reviennent sans arrêt là-dessus en disant finalement c'est ce qui a installé la rupture de notre société, la fin de Et c'est en train de changer. Il y a enfin c'est en train de changer, on peut l'espérer. Il y a un sondage récent là, qui est paru dans le magazine littéraire. Avec un nuage de mots. Voilà, avec un nuage de mots, et qui montre que quand même les gens ont une vision plutôt positive de cet événement, qu'ils y associent en effet un certain nombre de mots, dont le mot révolution sur lequel on reviendra si on a le temps, et voilà, et donc qui finalement ils en font un événement qui est assez marquant. Alors ça va à l'encontre en revanche d'un autre élément de la transmission ou d'un autre lieu de la transmission qui est l'école. Parce que quand on regarde l'école aujourd'hui, donc aussi bien l'école primaire, l'enseignement de l'histoire, à l'école primaire ou dans le secondaire, au collège comme au lycée, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'y a plus aucun programme qui fait mention explicitement de 68. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas fait. On enseigne la 5e République, mais enfin, voilà, c'est la 5e République. Et donc, c'est les collègues qui décident si oui ou non ils le mettent. Alors, on avait envie, parce qu'on n'en parle pas souvent, on avait envie de parler d'une autre copine qui s'appelle Véronique Servat, qui est professeure en collège à Montreuil, et qui, en classe de 4e, fait en ce moment un projet autour de mai 68. Alors, vous voyez, c'est un projet artistique, ce qui prouve qu'en fait, elle se met hors programme, elle est obligée de se mettre hors programme pour pouvoir faire ce projet. Elle fait un projet merveilleux dont on va voir quelques images là. Donc avec des élèves de 4e qu'elle emmène dans les archives, on les voit là avec leurs petits gants blancs, qu'elle emmène dans les archives. Elle le fait avec quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Roby Morder, qui lui-même d'ailleurs détient un certain nombre d'archives. C'était un ancien militant des comités Action lycéens en 68, c'est-à-dire ces lycéens qui étaient très très impliqués, très très investis. Et on va voir quelques petites productions d'élèves. Alors le projet est en cours, il est
est pas encore terminé, mais elle explique, elle raconte que les élèves se prennent vraiment au jeu, quoi. Et à la fin, ça va se terminer. Elle les emmène aussi, elle les emmène sur les circuler lieux, sur les lieux. Hein, voilà, dans Paris, on parlait des promenades. Elle les emmène circuler dans les lieux. Elle restitue un petit peu les choses et puis elle va leur faire écrire des slogans à la façon à la façon de 68. Alors, on est un peu obligé de terminer, même si on aimerait parler très très longtemps de mai 68 et de conclure. Alors, je vais juste commencer, puis après je vais vous passer la parole. Pour rebondir sur ce que tu as dit, est-ce que c'est une révolution ou pas, mai 68? La question se pose assez souvent. C'est vrai que de prime abord, on a envie de dire non, parce que quand on pense dans la Révolution, on pense prise de la Bastille, prise du Palais d'Hiver, dictateur qui vacille, tête qui tombe, prison qui s'ouvre pour les détenus politiques, qui se ferme sur les dirigeants du régime des pique, tout ça. Bon, et là, rien, De Gaulle reste en place, les élites économiques et politiques restent en place, la Ve République reste en place. Bon, il y a une augmentation du SMIC de 35%, mais diminution du temps de travail, rien. Les cadences, ça ne change pas. Pas de paiement des jours de grève, rien pour l'emploi, rien sur l'alignement des droits et des salaires agriculture industrie. Les ordonnances de la Sécu, elles restent en l'état. Bon, voilà. Et pareil dans les autres pays concernés. Donc, on a un peu l'impression du soufflet qui se dégonfle. Pourtant, moi, d'abord, je pense qu'il faut prendre au sérieux les mots des acteurs. Et en 68, ils ont dit qu'ils voulaient faire, qu'ils avaient un projet de révolution. Et je pense que c'est très important, on le voit sur ces affiches, cette affiche Révolution essentielle, c'est ça qu'ils veulent faire. Et on ne peut pas oublier ce qui était comme projet. En plus, pour moi, ce qui est important, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est retour de la mémoire révolutionnaire. Or, Walter Benjamin, il le dit, toute révolution est un saut de tigre dans le passé. Et ce retour du passé, ça signe finalement la présence d'une révolution. Ces citations, elles ne sont pas simplement là pour faire joli. En plus, on trouve des phénomènes propres à toutes les révolutions, fusion des classes, politisation, prise de parole, etc. Et puis, ce qu'on a dit, et je vais aller vite, c'est que cette peur qu'ils ont eue, cette peur terrible, cette haine farouche, comme dit Deleuze, qu'a suscité 68, le fait qu'ils aient été obligés, eux aussi, de reprendre le mot révolution, pense, dans notre camp, je veux dire, pense que, comme on le voit là, comme on le voit sur ces affiches, De Gaulle, faites la révolution avec De Gaulle. Oui. Ça prouve bien qu'il y avait en face une possibilité de révolution et qu'il faut la prendre au sérieux. Et je pense qu'il ne faut pas la réduire à une révolution culturelle, parce que c'est nier son caractère social et politique. Il faut en reconnaître le caractère social, politique et donc révolutionnaire. Oui. Là où je suis absolument d'accord, c'est que il y a eu d'abord c'était une grève générale, quand même comme jamais la France en avait connu de telle, avec des occupations, parfois même avec des séquestrations. C'était un mouvement social extrêmement profond qui, en soi, par le fait même d'occuper toutes sortes de lieux, pas seulement des usines d'ailleurs, mais des bureaux, des entreprises, des théâtres, des ports, des lycées, des universités, c'est déjà extrêmement subversif. Il y a une promesse révolutionnaire, il y a une aspiration à la révolution. Par exemple, on peut le voir aussi sur ce type d'affiche assez connu sur la mise en cause du capitalisme ou du marché ou de la concurrence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de profondément politique dans ce mouvement. C'est un mouvement profondément social et politique au sens où les participantes et participants se saisissent de ce moment pour réfléchir à la vie du travail, de leur quartier, de leur ville, et pose aussi la question du pouvoir, pose pour certaines et certains la question de l'autogestion notamment. Et donc certains veulent vraiment, et beaucoup veulent, changer la vie. Moi je pense qu'il faut revenir au mot de Rimbaud, et ça m'a beaucoup intéressé de consacrer toute une partie à ces projets incroyables. Certains détracteurs de 68 disent que les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient, mais au contraire, il y a un foisonnement de projets et une qualité. Tu évoquais tout à l'heure, Laurence, les lycéennes et les lycéens, mais ils ont une vision du savoir, de transmission du savoir. C'est vraiment impressionnant, vraiment de maturité politique, de force et de créativité politique. C'est pas étonnant que Sartre ait parlé d'imagination au pouvoir. On a tellement cette idée a été très très rabougrie, mais il y a une vraie imagination politique, une grande intensité politique, et c'est ce qui fait pour moi le politique dans sa force même, c'est-à-dire que tout un chacun, toute une chacune se saisit de l'événement pour se dire légitime à parler de choses politiques, à imaginer du politique autrement. Et c'est là-dessus que tu veux conclure ? Vive le 22 mars 2018, vive celles et ceux qui se mettront en grève ce jour-là, et peut-être que ça sera le début de la grève générale, réactivant, mais sans en faire un fétiche ou un modèle, le 68 qui irait jusqu'au bout, comme on dit, en tout cas qui changerait vraiment la vie. Ouais. Le futur a déjà commencé, c'est le tract de la CFDT, d'étudiants ouvriers de la CFDT en 68. Ouais. Donc c'est une belle manière effectivement de terminer cette émission, de rappeler que le 22 mars, quelque chose commence peut-être, que le futur a déjà commencé il y a 50 ans.
et qu'il serait bon sans doute de s'en souvenir. Alors peut-être juste pour terminer, on a beaucoup cité ton livre, Ludivine, mais il y a sûrement d'autres ouvrages. Ah non, c'est le seul, le dernier, il est définitif. Si, une petite bibliographie comme il est de tradition. Alors, on a parlé du livre de Julie Pagis, voilà, un pavé dans leur histoire, qui est vraiment un très très beau livre, pavé de leur histoire, événements et socialisation politique. Celui de Boris Gobi aussi, donc mai 68, qui est réédité là, cette année, qui date de 2008, qui est réédité en 2018. À la découverte, on va parler aussi d'un projet de coopération entre l'atelier et Mediapart qui s'appelle Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu. Alors vous avez peut-être vu dans le club Mediapart, il y a un appel à témoignages et régulièrement sont publiés des témoignages. Et puis tout à l'heure, tu parlais de cet ouvrage collectif de Françoise Blum, Pierre Guidi, Ophélie Rion sur les étudiants africains en mouvement. Je trouvais intéressant de le mentionner aussi parce que voilà, ça élargit en effet à d'autres espaces. Il y a un chouette numéro de Politis aussi. Et puis oui, très chouette numéro de Politis sur 68 qui est très très beau, qui est beaucoup plus beau que le supplément du Figaro dont vous pouvez vous passer. Donc voilà, donc merci beaucoup Merci Ludivine beaucoup et on se retrouve tout de suite pour Historytelling.